Benoît Poirier, j'habite sur la rue d'Argenteuil. Monsieur le greffier, Monsieur Bonjour. Legault, j'aimerais savoir, dans votre explication, 5 zones, est-ce que ça prend 12 personnes dans chaque zone? C'est ce que je comprends, à part la zone là en bas où Exact. ça prendrait 10 personnes. C'est ça. OK. Si, mettons, on a une zone Oui. de 12 personnes, Mhm. c'est juste cette zone-là qui a le droit de vote ou d'aller au registre. Exact. C'est ce que je comprends. Mhm. Donc, pour le coin où 57, là, sont 11 personnes, non? 18 personnes? Vous dites? 18 personnes. 18 Donc, personnes habiles à voter. Oui. Ça serait juste ces 18-là. Fait que, mettons, sur ces 18-là, il y en a quoi? Ça prend 12 personnes, 13 personnes qui aient signé le registre? Il avait dit 10. Ben, dans ce cas-ci, là, si on avait 18 personnes, là, ça serait 10 13. personnes. 10 plus 1, là, plus 13. Donc, oui. 18, 50%, ça fait serait... 9, plus 1, ça fait 10. Ça prendrait 10 signatures. Oui, non, c'est ça. C'est ce que la loi... Ouais. Au 30 Mhm. octobre, là, je pense, en Mhm. 30 octobre, pour le référendum, ça prendrait, s'il Ben. y a quoi, 3 personnes qui y vont, puis il y en a 2 qui disent contre, puis un qui est pour, Ben là, ça passe. C'est ça? c'est théorique, mais au référendum, effectivement, il n'y a pas de taux de participation minimum. C'est 50 plus 1 des votes exprimés. Par exemple, pour reprendre un exemple qu'on connaît bien ici à la Ville, dans le cas du référendum sur les jardins Angora qui a eu lieu le 12 septembre 2021, on avait 2750 personnes habiles à voter. Et il y a 496 personnes qui sont venues voter le jour même. Donc, c'est un taux de participation de 17 il y a eu à peu près 270 votes contre, puis 230 votes pour. Donc, même sur un bassin de 2750 personnes, il y a 500 personnes qui sont venues voter. Et c'est la règle du 50 plus 1 des votes exprimés. Donc, ça, c'est si on se rend au référendum, effectivement. OK. Et ça prend juste une zone qui disent qu'ils sont contre pour que le projet tombe ou qu'il soit retiré. Oui, C'est bien ça là, que je comprends. c'est sûr que là, il y a certaines particularités de la loi aussi, là, mais il y a ce qu'on appelle aussi on ne serait pas tenu de faire un référendum si la majorité des personnes d'une zone viennent nous dire qu'ils n'en veulent pas de référendum. Donc ça, c'est comme, si on veut, c'est la procédure inversée aussi, là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on sollicite des demandes d'approbation référendaire. Donc là, les citoyens qui veulent un référendum viennent nous l'exprimer. Mais la procédure inverse est aussi possible. Donc si on avait une majorité de personnes, et là, on ne sollicite pas ça, là. Sauf que la loi prévoit que s'il y a une majorité de personnes qui vient dire on n'en veut pas de référendum, on est d'accord avec le projet, cette possibilité-là existe aussi par la loi. Fait que là, moi, je ne suis pas en train de faire de la stratégie, là. Moi, je suis greffier de la Ville, donc je suis neutre dans ce processus-là. Et s'il y a un référendum, je serai aussi président d'élection. Donc, moi, je ne suis pas en train de vous conseiller ou de discuter de stratégie avec vous, là. Ça sera, ça sera à vous à l'évaluer. Mais bon, nous, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que le plus de personnes concernées s'expriment, là. OK. L'autre question, est-ce que les conseillers municipaux doivent s'abstenir de tout commentaire dans ce projet-là ou peuvent prendre position? Ben, il n'y a pas de... Non, mais je veux savoir, Non, est-ce que la non. loi dit que les élus n'ont pas le droit de se positionner? Non. Ils ont-tu le droit de participer? Ben, ils ont-tu le droit de participer? Oui. Oui, ben... c'est clair, oui, Oui, non, oui. Oui, ben, je veux dire, il n'y a pas d'interdiction pour les élus de s'exprimer, là. Non. Monsieur Poirier, je vais demander une précision à votre question. Ouais. Ils ont le droit de participer. Ils ont même, si jamais ils habitaient dans une des zones, ils ont le droit d'aller signer. Et s'ils n'habitent pas dans une des zones, ils ont le droit de participer au débat public comme n'importe quel citoyen a le droit de participer au débat public, c'est ça? Oui, tout à fait. OK, merci. Merci, M. Poirier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, vous nommant, s'il vous plaît. Bonjour, Martin Dagenet sur la rue des Miramas. Je me demandais, on parlait tantôt, M. Chicoine, du protocole d'entente. Quand est-ce que ce protocole-là va être disponible, puis va-t-il nous être présenté? Parce qu'il y a des trucs importants là, dans mon cas par rapport aux solutions de drainage, la hauteur du talus qui va être juste définie très, très tard. Le fait qu'en arrière, il ne devrait pas avoir de cottage chez nous. C'est supposé être des bungalows, puis là, je ne vois rien là-dedans C'est dans le protocole. qui parle de ça. Fait que ça va arriver après l'acceptation? Bien, en fait, ça fait partie d'un tout, hein. Quand on parle du règlement, on parle du protocole en parallèle aussi, parce que c'est un complément au règlement. Et bien sûr, que les éléments qu'on parle du protocole, effectivement, le drainage,
les maisons dos à dos. Ça fait toute partie du protocole qui va être signé dans le courant de l'adoption. Alors, si le projet n'est pas adopté, bien sûr que le protocole n'a pas de raison d'être. Si le projet est adopté, le protocole est signé aussi autrement automatiquement. dit, il faut adopter le projet pour espérer voir ça va être quoi l'entente. Bien, en fait, on peut, Parce que l'entente on peut démontrer. avant l'acceptation du projet, c'est comme si on marche à reculons. C'est une bonne question. Là, on va juste prendre une personne à la fois. On peut démontrer les éléments qui sont dans le protocole, comme on peut démontrer le règlement, mais bien sûr, le protocole sera signé si le règlement passe. Parce que le protocole ne tient pas. Parce que s'il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de projet qui suit avec le protocole, bien sûr. Le protocole, c'est la mise en place. Puis ça aurait pris quoi de le mettre dans l'urbanisme, dire ces terrains-là, ces hauteurs-là sont. En fait, c'est des éléments qu'on ne peut pas gérer. Parce que je me rends compte. Oui, attendez juste un instant. Juste un instant, M. Dagenet. Oui. Je vais juste vous demander de terminer votre question. Je vais laisser M. Chicoine terminer sa réponse. Si après ça, c'est pas clair, je veux juste pas qu'il y ait un comme. Non, c'est correct. On s'interrompt là. Alors. J'essaie de trouver des solutions. Oui. Alors, donc, vous, ce que vous dites, c'est pourquoi les éléments dans le protocole, puisqu'on ne les connaîtra pas tout de suite, pourquoi on ne les aurait pas mis déjà dans le règlement? Comme ça serait... C'est ça la question. Ça serait robuste, puis c'est des affaires qu'on parle depuis 2019. Oui. Okay. Bien, il y a des éléments qu'on traite dans le protocole qu'on ne peut pas gérer dans un règlement de zonage. Comme exemple, les maisons dos à dos. Il y a quelques maisons, il aurait fallu qu'on le permette dans l'ensemble de la zone. On ne peut pas faire du zonage parcellaire puis dire cette maison-là, elle aura une maison dos à dos d'un étage. On ne peut pas le gérer comme ça à la pièce. Le drainage ne fait pas partie des éléments ou des critères d'un règlement de zonage non plus. C'est pour ça qu'on le met dans un protocole d'entente. Dans le protocole d'entente, il y a beaucoup d'autres éléments aussi, mais c'est tous des éléments qui ne sont pas gérés par le règlement de zonage. Par exemple, une servitude environnementale pour la solution de drainage puis l'intimité. Ça va aller où? Une servitude non plus, ce n'est pas dans un règlement de zonage. Puis on a prévu, de toute façon, pour les écrans végétaux, on l'a prévu dans le règlement déjà. Fait qu'on ne parle pas d'une servitude, mais ça, c'est bien dans le règlement déjà. Tantôt, Mme Lessard l'a montré. Ce qu'on appelle les écrans végétales, ça fait déjà partie du règlement. En fait, tout ce qui est possible de gérer dans le règlement de zonage, on l'a mis. Tout ce qui n'est pas attribuable au règlement de zonage va dans le protocole d'entente. Ça va nous faire plaisir de vous démontrer les éléments du protocole d'entente. Les gens qui sont déjà installés, eux, ils vont devenir assujettis à ce plan d'urbanisme. Ils vont devenir. Gens qui vont non, c'est juste les nouveaux qui vont être responsables de ça, pas les nouveaux. Les vieux comme moi. Si je peux être vieux. Les nouveaux, effectivement. Okay. On peut tous être vieux. On n'a pas le choix. C'est ça. Mais je veux juste vous rassurer que le protocole d'entente, c'est aussi fort que le règlement. C'est juste que c'est un outil différent qu'on ne peut pas traiter, exemple, certains éléments de construction dans un règlement de zonage ou des choses comme ça. Ouais. Okay. Allez-y en complément, mais je veux rappeler à M. Chicoine que vous avez demandé est-ce qu'il va être public, ce protocole d'entente-là? Alors, M. Chicoine, est-ce que c'est public? Oui, certainement, parce que ça fait partie de l'entente globale de l'ensemble du projet. Puis, je vous comprends ce que vous dites, parce que on voit le règlement de zonage, mais il y a d'autres éléments. C'est parce qu'on s'est fait promettre toutes sortes d'affaires depuis 2019, puis là, on essaye de tirer sur des mains, puis c'est ça. C'est prévu dans le protocole, mais on pourra vous fournir l'ensemble du protocole qui serait adopté conséquemment au règlement de zonage. En séquence, il me semble que c'est drôle où ce que ça arrive, là, mais bon. Bien, en fait, c'est parce que si le zonage ne passe pas, le protocole n'a pas lieu d'exister non plus. Ouais. Mais on comprend votre point, M. Dagenet. Vous dites, dans le fond, moi, avant d'approuver un règlement, j'aimerais être bien certain que ça va être dans le protocole. 131 des Miramas, il n'y a pas personne ici qui habite cette maison-là, autre que moi. C'est moi qui vais avoir la personne sur le talus en arrière. C'est moi qui reçois ce taux-là présentement. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Puis, alors, donc, je vais poser la question à M. Chicoine directement. Est-ce que c'est possible déjà de dire à M. Dagenet, cet élément-là que vous demandez, il est prévu qu'il sera mis dans le protocole, même si le protocole viendra après? Pour au moins lui dire que c'est prévu, mais ça viendra après. C'est prévu dans le protocole, bien sûr, mais le promoteur ne signera pas un protocole si le zonage et le projet n'ont pas lieu. Alors, mais c'est prévu dans le protocole et ça fait partie de l'entente complète. Il n'y aura jamais de permis de construction qui vont être émis sans la signature du protocole. Ça, c'est sûr. C'est des conditions essentielles aux émissions de permis de construction. Alors, on a une garantie dans ce sens-là. Venez au micro. Si vous voulez poser une question, venez au micro parce que les gens ne vous entendront pas, sinon. On a
parlé que ça arriverait plus tard, là, mais bon, je comprends après l'acceptation du projet puis tout ça, par quel moyen on va se communiquer ce protocole-là. Puis Bien, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer puis vous montrer le puis y a-t-il protocole. moyen de le revoir avant que ça soit signé avec le promoteur? De le voir avant la signature? Ben, je veux dire, pour Ben, ceux-là c'est qui pas- vont c'est avoir pas à secret. vivre avec ce protocole-là, ça serait intéressant qu'on Tout à soit fait. consulté avant que la Ville le On- signe avec le promoteur. Là. Tout à fait. On pourra vous démontrer le protocole avant qu'il soit signé. Il n'y a aucun problème. OK, merci. Merci, M. Dagenet. C'est une question importante. Pierre? Merci de l'avoir posée. M. Milo, vous vouliez Oui. donner un complément d'information. Si Allez-y. vous permettez, monsieur, peut-être juste une minute, parce que il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner tantôt, donc je voulais le préciser, puis ça va peut-être répondre à la question du premier intervenant aussi. Si on peut remettre, oui, c'est ça, merci Eliane, la carte. Tantôt, là, c'est ça quand vous dites, là, si on commence à avoir des signatures d'une seule zone, mais pas de l'autre, il y a une particularité quand même, là, puis vous allez le voir, là, on a deux zones là, actuelles qui existent, la T321 et la T320. La T320, si on remarque, là, elle ne touche à aucune autre zone que la zone 67 qui est au nord. Là. Donc ça veut dire, puis ça c'est encore une fois, là, je l'avais mentionné tantôt rapidement, là, quand on parlait de règlement résiduel, règlement distinct, si on n'a pas de demande, si on a moins de 12 signatures de la zone 67, à ce moment-là, le Conseil pourrait adopter le projet pour la zone T320, parce qu'il n'y aurait eu aucune opposition d'une zone limitrophe à la zone T320. Bon, bien, là, ça, je peux... Mais je voulais quand même vous le mentionner, parce que tantôt, monsieur posait la question, s'il y a juste une zone qui nous formule des demandes, bien, je voulais quand même préciser que si on ne reçoit pas de demande de la 67, bien, à ce moment-là, on pourrait scinder le règlement et tout ce qui est prévu dans la zone T320 pourrait entrer en vigueur dès le 6 juin. Fait que ça, je voulais quand même le préciser, parce que je pense, monsieur, tantôt, quand vous disiez, là, si on reçoit une demande... Donc, Ouais, c'est une bonne chose de le préciser là, pour pas qu'il y ait aucune surprise. Oui. Alors, donc, la zone 67, c'est la zone qui est juste en haut de T320, le petit carré. Voilà. Merci, Mme Couturier. Il y a une zone ici, c'est ça ici, comme ça. Ça ici, c'est une petite zone, celle qui a 18 personnes. Donc ici, c'est une autre zone. Puis ça, c'est la cinquième. Fait que ça, c'est les 5 zones. c'est ça. OK. Merci, Mme Couturier. Bien, on vous rappelle que juste un instant, s'il vous plaît. La présentation que vous voyez ce soir va être sur le site Internet dès demain. Hein? Alors, vous allez pouvoir la regarder dans le détail. On va grossir. Oui, c'est toujours un petit peu difficile à l'écran. Exact. Mais retenez qu'il y a 5 zones, qu'elles sont bien définies, puis qu'elles vont être disponibles, non seulement dans la vie publique, mais sur le site Internet. Peut-être une autre précision, encore une fois, si je peux me permettre, Pierre. Ces zones-là, c'est des zones qui existent depuis des années. Ce n'est pas des zones qui ont été créées dans le cadre de ce projet-là. Donc, ça, c'est les zones qui existent au règlement de zonage depuis des années. Juste un instant, M. Milo. On va juste essayer d'avoir une seule conversation en même temps dans l'Assemblée, là, pour le bénéfice de tout le monde. Alors, complétez, vous dites que les zones existent depuis des années? Non, mais c'est ça. C'est juste qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que ces zones-là ont été créées dans le cadre de ce projet-là. C'est les zones qui existent au règlement de zonage de la Ville depuis la création de ces zones-là. Donc, ce n'est pas des zones qui ont été créées pour ce projet-là. Donc, c'est des zones existantes. Merci beaucoup. Alors, monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît. Bonsoir. Claude Guindon, Boulevard des Plateaux, Terrebonne. J'aimerais savoir, c'est quoi la suite des choses si le projet est rejeté par référendum? Par référendum. Donc, si les élus, référendum. élus décident d'aller au référendum puis que c'est refusé. Alors, monsieur le directeur de l'urbanisme? Bien, en fait, si le règlement est défait par référendum, bien sûr, on revient à la case départ où il y a un plan d'aménagement d'ensemble. Dans le cas ici, on parle d'un plan d'aménagement de Transec là, dans Urbanova. Et le promoteur a le choix de représenter un autre projet, s'il le veut bien, et de regarder à nouveau, nous, la même procédure. En fait, on revient à la case départ où un plan d'aménagement d'ensemble est requis avec les critères qu'on avait déjà mentionnés lors de la première rencontre, des critères de base. Alors, le promoteur, ça lui appartiendrait à lui de revoir son projet s'il veut représenter un autre projet. Et si le promoteur ne veut pas présenter un nouveau projet, mais décide de poursuivre la Ville,
Est-ce que vous êtes préparé à cette éventualité? Bien, en fait, on n'est jamais préparé à ce genre de choses-là. Mais en fait, s'il y a une poursuite de la Ville, bien, on va voir sur quels critères il pourrait poursuivre. Là. Je pense qu'on ne peut pas parler de ça présentement. Là. Quand je dis expropriation, ça peut être en partie ou en totalité du domaine ou du projet du golf. Je m'excuse, là, j'ai manqué le bout de l'expropriation. Vous parlez... Ça pourrait être une expropriation partielle ou totale de la Ville si, par exemple, en poursuite judiciaire, le promoteur aurait gain de cause. Est-ce que c'est... Ben, je pense que c'est très hypothétique. Puis, quand on parle d'expropriation, d'habitude, c'est la Ville qui fait des expropriations des terrains. Là. Ben, on n'est vraiment pas là du tout. On ne sait pas du tout ce qui se passera à la prochaine étape. Et je pense que ça serait un petit peu prématuré de parler de poursuite. Je pense que c'est très, très théorique pour l'instant. Puis, M. Chicoine, quand vous parlez, vous dites qu'il y a des critères de base. Là, on en avait parlé un peu dans les dernières assemblées. Vous faites référence à quoi? Ça, c'est les critères? Bien, on fait référence au type d'habitation, aux densités qui ont guidé, en fait, dans le guide d'aménagement, le règlement qu'on a, le promoteur a construit son PAE en fonction des critères de base qu'on a dans notre règlement. Alors, ces critères de base-là, pour la réalisation du PAT, sont encore présents. Alors, dans notre règlement du manuel d'urbanisme durable, il y a les critères de base, ce qu'on avait parlé lors de la dernière rencontre. Et s'il veut représenter un projet, il doit le représenter toujours en fonction de ces critères-là. OK. Puis sa décision, c'est à lui de prendre cette décision-là, de revenir ou non. Tout à fait. Ça va, M. Guindon? Merci beaucoup. C'est sûr que le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui ne pourrait pas se concrétiser. Là. Il faudrait qu'il présente un nouveau projet. Il faudrait qu'il présente quelque chose de différent, puisque celui-là aurait suivi toute la procédure. Bien sûr que dans l'analyse d'un projet, je ne pense pas qu'on recommanderait au Conseil d'approuver un projet tel quel. Il faudrait qu'il y ait des modifications significatives pour que le Conseil puisse le regarder. Mais ça serait toujours dans les mêmes critères de base qui sont dans le manuel. OK. Merci beaucoup. Madame, en vous nommant, s'il vous plaît. Émilie Tassé-Lafrance, au 47 rue de Miramas. J'ai juste une question, dans le fond, au niveau des 12 signatures qu'il faut obtenir. Ça va-tu être en ligne, un formulaire à remplir puis à vous soumettre, ou ça va être vraiment des signatures papier qu'il faut obtenir? OK, ça va être une question. Là, on n'est plus en COVID, c'est comment ça marche? Oui, c'est ça. Dans le fond, dans la vie publique, on va tout expliquer cette procédure-là, les pièces justificatives à nous transmettre. On va aussi avoir un formulaire, un formulaire vierge, là, qu'on va vous inviter à remplir. Et ça, il n'y a pas vraiment de formalisme qui est attaché à ça. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous avez un représentant parmi vous qui recueille 12 signatures, 12 ou plus, puis nous le transmettre en une seule shot. Ça peut être par email, ça peut être par la poste, ça peut être en personne, ou ça peut être des demandes qui sont reçues individuellement aussi. Donc, il n'y a pas de formalisme associé à ça. Dans la mesure où on reçoit les 12 signatures, peu importe la façon qu'on va les recevoir, on va les considérer. Évidemment, si c'est des demandes qui sont conformes, là, de résidents du secteur avec les pièces justificatives requises. Puis il faut qu'elles arrivent avant 8 jours Exactement. Qui suit la vie publique. Exactement. Ouais. Puis, dans le fond, on va avoir les renseignements concernant la vie publique, à savoir quand ce document-là va être disponible. La vie publique va être diffusée le 11 mai, donc mercredi prochain, parce que là, la prochaine étape, c'est au conseil municipal du 9 mai. La vie va être diffusée le 11 mai et toutes les informations vont être dans la vie publique, ça va être détaillé. De mémoire, là, je pense que vous allez devoir accompagner votre demande d'une photocopie d'une de vos pièces d'identité qui va démontrer votre adresse. Et bon, mais tout va être, toutes les informations vont être dans la vie publique et il va même y avoir un formulaire là, pour, dans le fond, si vous voulez remplir le formulaire, c'est encore plus facile pour nous de les compiler. Là. Donc, c'est ça. À cette étape-là, il n'y a pas de formalité précise, là, ni pour le mode de transmission, ni pour la façon de présenter votre demande. Parfait, merci. Merci, Mme Tassé-Lafrance. Madame, en vous nommant, s'il vous plaît. Bonjour, Marinelle Morissette, 222 de Chantilly. Bonjour, Eliane. Bonjour, Robert. Moi, je me demandais, je ne fais pas partie des 5 zones. Je me demandais, donc, j'ai deux questions. J'ai comme aucune démarche que je peux faire à cette étape-ci, en fait, sauf peut-être aller aider les autres zones à participer, mais ce que je comprends, c'est que j'ai
pas mon mot à dire en ce moment. Est-ce que c'est Vous ne ça? pouvez pas vous signer la pétition. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. C'est vraiment, c'est la loi qui prévoit que c'est les zones qui sont contiguës, les zones limitrophes. Donc, si vous êtes dans un secteur qui n'est pas une zone limitrophe, vous n'êtes pas considéré comme une personne habile à voter. OK. En fait, j'ai un petit peu de 3 questions. Parce que là, j'ai vu que, là, pour le moment, ça débouche simplement sur Côte-Terrebonne. Mais si ça débouche ailleurs, ça débouche pas sur Côte-Terrebonne? Ouais. Alors, juste, Ça dé- allez-y avec votre question, là, parce qu'il y a beaucoup. Oui. Bon, Allez-y. si par hasard ça débouche à un moment donné plus loin, est-ce que c'est pas dans le fond une zone limitrophe à ce projet-là? C'est ça que je me dis, c'est que dans le fond, tous ces gens-là qui vont avoir des véhicules vont aller vers toutes les zones qui sont de l'autre côté, donc ça l'impacte les autres. Je me demande en fait comment que c'est déterminé ces zones limitrophes-là, puisque l'impact de ce projet-là. Ben, c'est une bonne question. Alors, vous l'avez dit tantôt, il faut que la zone contiguë, il faut qu'elle touche la zone qui est visée par le règlement. Dans le Juste fond, la zone de construction. c'est un ça. règlement de zonage dans une ville, c'est constitué de plusieurs zones. Là, on a un zoom sur Oui. votre secteur, mais le règlement de zonage de la ville de Terrebonne, il y a des centaines, Ouais. milliers peut-être de zones. Il y a des milliers de zones qui ressemblent à ça, là. Donc, ce que la loi prévoit, c'est que c'est les zones contiguës qui ont le droit de vote, là. Donc, c'est encore là, comme je le disais en introduction, à la ville, on applique les lois provinciales, là. Donc, on n'a Donc, ce n'est de pas les discrétion. zones qui sont impactées. Madame, si c'est elle ça. habite plus loin, elle dit « Ah, ben moi, j'ai un impact », c'est pas comme ça que la loi est faite. La loi, il faut que tu sois dans une zone qui touche la zone concernée. Exact. Puis s'il y avait des résidents dans cette zone-là concernée, là il n'y en a pas parce que c'est un ancien golf. Mais Oui. s'il y en avait, eux autres aussi, ils auraient le droit de participer. Oui, bien sûr. C'est ça. Exact. OK, ma deuxième question, en fait, c'est sur les particularités des zones à l'intérieur du projet. J'ai fait un petit calcul vite parce que moi, je calcule en pieds. Je suis trop de la vieille école. Fait que je trouvais que les plus petits terrains, c'était environ 5000 pieds carrés pour les unifamiliales, puis encore plus petits, évidemment, pour les jumelés ou les contigus. Et j'ai comme de la misère à me figurer sur un site de 5000 pieds carrés, un arbre en avant, un arbre en arrière. Je trouve que ces deux trucs-là, dans le même règlement, ne fonctionnent pas. Alors, je me demandais si là, on peut ajuster ces règlements-là, vu que je pense que de toute évidence, ça ne fonctionne pas, là, un arbre en avant, un arbre en arrière dans 5000 pieds carrés. Donc, est-ce qu'on peut l'ajuster avant pour voir si c'est l'acceptabilité du projet ou il faut vraiment dire non à tout le règlement pour ensuite modifier? C'est une excellente question, pas juste pour les arbres, mais est-ce que c'est possible encore pour les citoyens de demander des modifications au règlement ou bien on part la procédure la semaine prochaine sur ce texte-là? En fait, on a clairement un règlement qui se tient. Les arbres rentrent bien dans des terrains de 5000 mètres carrés. On les a prévus 5000 pieds carrés, excusez-moi. Ben, parce que chez nous, c'est Juste- plus grand terrain. que Juste un instant, OK. 5000 On va juste un instant. Je vais laisser terminer, M. Chicoine, mais ensuite, je vais vous redonner la parole. Allez-y, En M. fait, Chicoine. vous n'étiez peut-être pas à la rencontre qu'on a démontré le projet, mais on a démontré l'ensemble du projet avec l'ensemble des implantations des bâtiments, des arbres. On a démontré comment seraient répartis les arbres sur le territoire aussi. Alors, ces propositions-là tiennent bien la route, sont prévues dans nos règlements, ça rentre bien et on n'est pas à une étape où on peut modifier le projet de règlement. On est le projet le projet de développement. On est dans le projet de règlement. Alors, bien sûr que ces revendications-là, il aurait fallu les faire avant, mais en même temps, on a exigé plus d'arbres que prévu. Alors, on est complètement dans une situation où on a exigé beaucoup d'arbres. Puis ces arbres-là, sur des terrains de ces grandeurs-là, on l'autorise et on en a dans d'autres exemples de la ville aussi. Mme Morissette, est-ce que vous avez une question complémentaire ou un Non, commentaire? c'est pas une question. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. 5000 OK. pieds carrés, selon moi, il n'y a pas deux arbres qui rentrent là-dedans. On peut le voir des arbres. Mais c'est tout. C'est correct. Merci, Mme Morissette. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît. Ouais. Je pense qu'il va falloir monter le micro aussi un petit peu pour qu'on vous entende bien. Ça devrait aller comme ça. Comme ça, oui, parfait. OK. Martin Cloutier, rue de Plaisance. Ma question pour Maître Mideau. Juste une petite clarification sur si jamais un référendum était décrété. Par exemple, si une ou deux zones obtiennent les signatures nécessaires, est-ce que le référendum s'applique à toutes les zones, les 954 Non, citoyens? c'est ça. Seulement qu'aux zones
qui ont envoyé des demandes. Donc, la première étape, c'est les 12 signatures. Donc, si, par exemple, de façon hypothétique, on recevait des demandes de 4 des 5 zones, à ce moment-là, c'est seulement que ces personnes-là, de ces 4 zones-là, qui seraient invitées à participer au registre. Ça, c'est la deuxième étape. Et là, bien, il faudrait calculer le nombre de personnes totales. Puis là, comme je vous disais tantôt, là, le 10 plus 13. Et là, si on atteint ce chiffre-là à la deuxième étape, là, il y a un référendum. Et le référendum, il est pour les mêmes personnes qui étaient habilitées à signer le registre aussi. Là. On ne revient pas à la case départ avec l'ensemble. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la petite zone pourrait décider de tout le projet. Là. Si elle est la seule à déposer ses signatures au départ, elle est la seule qui participe à tout le processus. Merci beaucoup. C'est ça, hein? Jusqu'à la fin. C'est ça. Exact. S'il y en a 2, c'est ces 2-là jusqu'à la fin. S'il y en a 3, c'est ces 3-là jusqu'à la fin, etc. Bonjour, madame. Bonsoir. Julie Robert, rue de Maincourt. En fait, je voulais parler à tout le monde. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Les voisins de la place Alexandre Cousineau à Terrebonne. Je vous invite à joindre le groupe. Puis là-dessus, on va mettre de l'information pour s'assurer qu'il y a plus de personnes possibles qui remplissent les demandes pour qu'on soit capable de faire un référendum puis faire annuler le projet. Merci beaucoup. Alors, bon, je rappelle que c'est une période de questions pour les élus ou bien pour les fonctionnaires, mais c'est... J'ai pas interdit à Mme Robert, mais quand même. Alors, question aux gens à l'avant. Oui, bonjour, Gabriel Moreau, rue Aline Prudhomme. Ma question est, c'est quoi déjà le nom du groupe Facebook? Non, plus sérieusement, ma question va plus à l'inverse. Dans la situation où est-ce qu'il n'y avait pas de référendum, j'ai vu comme quoi... Ouais. Alors, juste un instant, M. Moreau, juste une conversation dans l'Assemblée, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse vous entendre. Merci. Allez-y. J'ai vu comme quoi, peut-être que c'est pas la bonne journée là, dans le schéma, puis toute la chronologie, là, mais j'ai vu comme quoi, à la suite de la signature du registre, s'il y avait assez de signatures, la Ville pouvait décider d'aller en référendum ou de simplement mettre de côté le règlement. Ma première question serait de savoir, ça se fait-tu, ça, vraiment, le mettre de côté, historiquement, à la Ville, puis dans les autres municipalités, où généralement on va en référendum? Là, j'ai compris que dans le cas des jardins, on est allé en référendum quand même. Puis, je vais vous laisser répondre. Bien, je vais vous donner une réponse théorique, là, parce que, bon, c'est une décision qui relève du Conseil des élus, mais oui, c'est possible. La loi le prévoit spécifiquement. La loi le dit que le Conseil a la possibilité d'adopter le règlement ou de le retirer. Ça s'est fait dans d'autres villes, ça s'est fait dans des arrondissements à la Ville de Montréal. Donc, ça se fait et c'est un mécanisme qui est prévu par la loi. Donc, c'est possible. Donc, c'est une décision que le Conseil, dans sa souveraineté, aura à prendre. Moi, je peux ajouter à ça, là, ça fait 20 ans que je travaille dans les municipalités. On voit les deux. Okay, parfait. Bien, je pense que ça fait un petit peu écho aussi à l'intervention précédente de monsieur sur l'idée d'une expropriation déguisée, puis comme quoi, si les citoyens, par eux-mêmes, arrivent par référendum à arrêter le projet, bien, c'est pas la Ville qui impose au propriétaire terrien qui, lui, s'il a le droit de présenter ça, la Ville est obligée d'être de bonne foi. Fait que la première étape où est-ce que la Ville pourrait se retirer tout en démontant de la bonne foi, c'est si le registre est signé. C'est ce que j'en comprends. Bien, effectivement, vous le mentionnez, là, je veux dire, dans toutes les actions, la Ville doit être de bonne foi. Ouais. Et on parlait de poursuite judiciaire, tantôt, je ne ferai pas de commentaire précis là-dessus, mais je veux dire, dans un des moyens de défense, dans une poursuite, dans n'importe quelle poursuite théorique, je veux dire, il faut démontrer la bonne foi. Donc, c'est sûr que si le Conseil s'appuie sur des faits, puis une décision, par exemple, il y avait un nombre astronomique de signatures au registre et que le Conseil jugeait qu'il n'y avait pas de chance de gagner le référendum, encore là, je parle en théorie, dans cette éventualité-là, bien, je veux dire, le Conseil agit de bonne foi là, en décidant de retirer le règlement. Donc, comme je vous dis, moi, je vous donne des réponses théoriques, puis par rapport à la jurisprudence aussi, ça s'est fait dans d'autres municipalités. Il y a des jugements des tribunaux où la bonne foi d'une ville, dans un cas comme ça, a été démontrée même par les tribunaux. Là. Parfait. Puis, je me questionnais à savoir, peut-être que je ne suis pas au bon endroit ou la bonne consultation. Dans l'idée où est-ce que la municipalité voulait acquérir le terrain, est-ce qu'on connaît la valeur marchande du terrain et ou la valeur au propriétaire? Parce que malheureusement, on n'achète pas ça à la valeur marchande si la Ville veut l'acquérir, mais c'est à la valeur du propriétaire à cause
la loi sur l'expropriation. C'est pas tout à fait sur le règlement. Je ne sais pas si, quand même, M. Chicoine, vous pouvez donner quelques informations de base. Je n'ai pas de chiffres. Je sais pas, la Ville pourrait l'évaluer, là, mais on pourrait, si vous avez vraiment besoin de l'information, je pense qu'on pourrait vous la fournir par la suite. Mais ce n'est pas un scénario qui a été envisagé puis qu'on n'a pas vraiment calculé. Alors, je ne pourrais pas vous donner la réponse, mais on pourrait l'évaluer si vous sentez le besoin d'avoir ce chiffre-là. Parfait. Bien, c'est plus pour une option, parce que présentement, si le référendum passe, bien, le propriétaire, ça reste son terrain. Fait qu'il peut continuer à présenter sans cesse des demandes de développement. Fait que la seule manière d'arrêter ça, ça serait que la Ville prenne possession elle-même, justement, du terrain, parce qu'il ne peut pas juste changer le zonage, parce que là, on tombe dans le cas d'expropriation déguisée. C'est ce que j'en comprends. Bon, parfait, merci. Merci, M. Moreau. Allez-y, M. Poirier, n'est-ce pas? Exactement. Dans le protocole d'entente que vous dites, qui va être signé après le référendum, ça veut dire que les citoyens ne peuvent plus passer de commentaires, on ne peut plus décider, et ça reste une entente, un protocole entre vous, M. Chicoine, puis le promoteur. C'est ce que je comprends. Ben, c'est pas moi personnellement, là, M. Chicoine, mais entre la Ville et le promoteur. Mais en fait, ce que j'ai dit tantôt, puis il n'y a vraiment pas de gêne, on va pouvoir le rendre public. On pourra regarder l'adoption ou la signature en parallèle, parce que je comprends très bien la situation. Le règlement passe, puis le protocole ne passe pas. Bien, il y a certains éléments qui ne font plus partie de l'entente. Et ça, je le comprends. Fait qu'on pourra voir à s'assurer que la signature du protocole se fait la soirée de l'adoption ou quelque chose comme ça. Là, on regardera dans les démarches, mais définitivement, on veut s'assurer que le protocole fait partie de l'entente globale. Le règlement et le protocole, c'est un tout pour nous. Mais ça, on ne le verra pas avant d'aller en référendum. Bien, avant le début de la procédure, en tout cas, là, parce que c'est pas certain que tout ça se rende au référendum. Là. Mais ce que vous avez expliqué, c'est d'abord, vous adoptez le règlement, là, si jamais il n'y a pas d'opposition, etc., puis ça passe. Puis c'est ensuite que vous négociez le protocole. Ça pourra être public. Et c'est seulement après qu'il y ait un protocole de signé qui pourrait avoir des permis de construction. C'est ça? C'est pas ensuite qu'il est négocié, parce qu'il est déjà négocié, le protocole. Ça, c'est important. C'est pas là qu'on commence à discuter avec le promoteur. Ça, c'est déjà négocié, c'est déjà ancré. Mais normalement, bien sûr, s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de protocole. Parce que le protocole concerne beaucoup d'autres éléments sur les services, sur beaucoup d'autres éléments de ce genre-là. Alors, habituellement, c'est qu'une fois que le protocole et le règlement est passé, bien là, on s'assoit avec le promoteur pour les détails d'aménagement, les détails de réalisation, et c'est tout ça qui est dans le protocole. Mais ça va nous faire plaisir de vous montrer les éléments qui sont dans le protocole. Puis, le protocole est tributaire. Il n'y a pas de permis de construction tant que le protocole n'est pas signé. Alors, ça aussi, c'est une garantie importante. Il ne peut pas avoir de permis de construction si le protocole n'est pas signé. Puis dans le protocole, comme je vous dis, on parle des infrastructures, on parle de l'aménagement du parc, on parle de tous ces éléments-là. Fait qu'il y a beaucoup de choses à régler dans le protocole. Comme le coût des services et tous ces détails-là ne sont pas nécessairement finalisés au moment qu'on se parle, mais ils font partie du protocole également. Mais on est très transparent, puis on a dit depuis le début, le protocole et le règlement, c'est un tout, parce que bien sûr, si on adopte le règlement et on n'adopte pas le protocole, il y a des éléments, comme d'autres personnes ont parlé tantôt, qui seraient tombés. Alors, on va s'assurer, puis peut-être, je regarderai avec mes collègues, là, pour voir comment on peut s'assurer qu'il y a une partie du protocole peut-être qui est signée en même temps que le zonage, puis l'autre partie, entre autres au niveau des infrastructures, si on n'est pas prêt, on peut peut-être signer dans un deuxième temps. Mais bien sûr, ça fait partie d'un tout. Ça, on vous garantit qu'il n'y aura aucun permis de construction qui va être émis sans signature de protocole. OK. Mais la problématique, encore, c'est est-ce qu'on va voir ce protocole-là d'entente avant qu'on commence à partir dans le processus référendaire? Bien, tantôt, ce que je disais, c'est qu'on s'était engagé à démontrer les éléments du protocole en cours de route, avant. M. Dagenet, là, on veut peut-être tout le connaître. Ça, ah oui, mais quand je dis, c'est pas une personne, quand je dis on est prêt à le démontrer, on va le rendre public, les éléments du protocole. Là, il faudrait que je regarde les dates. Mais ça, on n'avait pas prévu, parce que là, on parlait du règlement. Maintenant qu'on parle du protocole, puis que ces questions-là, on a bien compris,
on va vous revenir en disant, voici comment on vous présente le protocole en parallèle. Bien sûr que ce que je comprends, c'est qu'on ne voudrait pas adopter un règlement si on n'est pas sûr du protocole, si on l'a bien compris. Alors, on va voir, nous, comment on peut vous le partager, puis dans quelle séquence pour être sûr qu'on respecte ce qu'on a dit tantôt. M. Poirier, si je comprends bien, là, votre question, puis celle de M. Dagenet aussi, là, c'est avant de demander au monde d'aller signer un registre à l'Hôtel de Ville, là, on va-tu pouvoir le voir, ce protocole-là? Oui. Alors, vous allez regarder ça. C'est ça, hein? Tout à fait. Okay. Parce que je comprends qu'il y a des éléments du protocole qui ne sont pas dans le règlement, mais qui sont très importants dans l'aménagement du site et doivent être vus. Par contre, M. Chicoine, si je comprends bien aussi, là, pour que tout le monde soit sur... il ne sera pas signé. Vous pourriez dire que c'est ce que vous avez l'intention que le protocole contienne, mais normalement, ça ne se signe que quand les règlements sont en vigueur. Tout à fait. Parce que les promoteurs, ils ne signent pas ça avant d'avoir un règlement, c'est ça? Exact. Donc, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. C'est ça? Okay. Exact. OK. L'autre question, si on s'en va en référendum et que c'est les citoyens des mondes qui ne sont pas intéressés au projet de règlement tel qu'il est, est-ce que le processus retombe à zéro, donc on retomberait avec ce que les élus ont proposé d'impliquer les citoyens dans le processus... Madame Couturier, vous comprenez ce que je veux dire? Le processus d'approbation des plans des projets de développement. Avant que le projet soit adopté. Donc, on tomberait-tu sur la nouvelle formule? Alors, on retombe à quoi? En fait, Ou on recommence on comprend que le promoteur devra décider ce qu'il fait à cette étape-là. Si le promoteur ne veut pas repartir dans un processus, il n'y en aura pas. Mais si on repart dans un processus, le nouveau conseil désire mettre des nouvelles choses en place. Alors, dans le nouveau processus, bien sûr qu'on va tenir compte des nouvelles façons de faire du conseil, soit d'impliquer les citoyens à différentes étapes là, dans le cadre du processus, tel que le conseil veut faire dans les nouveaux projets de développement. Ça, c'est bien sûr. Merci. La dernière question s'adresse à M. le maire. Ça vous prend combien de personnes qui signent le registre pour que la Ville décide de retirer le projet? Alors, donc... Alors, 254 personnes qui sont impliquées. Vous, là, vous dites, j'ai combien de personnes qui signent le registre pour que la Ville retire sans qu'on ait besoin d'aller en référendum? Monsieur Poirier, si vous permettez, juste avant que Monsieur le maire décide ou non d'intervenir, normalement, une assemblée comme ça, les questions s'adressent aux gens qui sont à l'avant. Là, je comprends que vous interpellez Monsieur le maire. Il pourra choisir ou non de venir répondre à la question. Mais je rappelle au bénéfice de tout le monde qu'il y a un forum aussi où vous pouvez poser les questions directement aux maires et aux élus. Ça s'appelle les conseils municipaux. Alors, ceci dit, M. le maire peut choisir de répondre ou non. Je peux passer par Mme Moka. Tout à fait, exactement. C'est la représentante. Exactement. Alors, Mme Moka, combien de personnes ça vous prend pour que les élus décident de se retirer de ce projet-là, qui décident de fermer ce projet-là? Parce que ça fait comme depuis 2019 qu'on dit que le projet n'est pas bon. Alors, combien de personnes ça vous prend au registre? Bien, moi, honnêtement, je n'ai pas de chiffre à vous donner. Ça va être après l'étude que M. Milot, c'est lui qui aura les chiffres. Juste un instant, monsieur. Juste un instant, M. Poirier. Les élus, combien ça prend de personnes pour que les élus prennent la décision? Je ne peux pas répondre à ça. Oui, alors, venez au micro, M. le maire, pour que tout le monde vous entende. Merci, M. Poirier. Mais c'est parce que ce n'est pas un conseil de ville ce soir. La parole est aux citoyens, puis on est avec nos fonctionnaires, mais c'est certain qu'il y a beaucoup de questions hypothétiques. Premièrement, il faut savoir s'il va y avoir ouverture de registre. Donc là, tout d'abord, la procédure vous a été exprimée par M. Milot, donc à savoir si les 5 zones avec les 12 signatures vont être recueillies. Advenant qu'il y a des signatures, bien là, il faut qu'il y ait un référendum pour voir si la majorité des gens souhaitent ou non le projet. On a des exemples à Terrebonne où, à certains moments, le conseil de ville a statué de retirer ou non certains projets. Dans le cas des jardins d'Angora qui vous ont été mentionnés tout à l'heure, le conseil l'a retiré. Donc moi, vous savez, je respecte énormément les référendums. C'est quelque chose qui m'a souvent guidé dans une vie antérieure. Et c'est sûr que la parole des citoyens est très importante, mais encore faut-il passer les étapes pour voir ce qu'il en est. Parce que ce soir, il y a des gens, c'est pas tout le monde du quartier qui est présent, mais on vous écoute avec attention, puis je sais que votre conseillère est très sensible à la question. Alors voilà. Merci beaucoup. Bien, la réponse est claire, M. le maire. Merci, vous ne voulez pas vous avancer. Fait que j'ai compris. Fait qu'on va aller en référendum.
Madame Cossette, allez-y. Ça va me faire plaisir. Oui. Alors, oui, madame, vous avez une question en vous nommant, s'il vous plaît? Janine Cossette. Moi, je ne suis pas dans les sections les zones contiguës, rien de ça. Ancienne conseillère municipale, j'ai toujours à cœur de ma ville. C'est la raison pour laquelle je suis tout ça. Alors, pour répondre à monsieur tantôt, pour avoir été conseillère 15 ans, je pense que je suis un petit peu habituée. Pourquoi les gens retirent? C'est un conseil qui retire. Sur l'île Saint-Jean, on a bloqué dernièrement un projet pour un changement de zonage. On n'en voulait pas. Au début, c'était un 13 étages, c'était tombé à 9 étages, puis là, finalement, hypocritement, c'était rendu un 6 puis un 8 étages, puis il y avait deux étages de stationnement. On n'en voulait pas. Alors, les gens se sont mobilisés. On a déposé une pétition et le conseil municipal savait que de toute façon, il ne gagnerait pas. Alors, aujourd'hui, on va avoir un projet avec ce qu'on voulait avoir. Les conseillers municipaux, ils prennent ça toujours en groupe, les décisions de ne pas aller en référendum, mais ça, c'est toujours un choix, ce n'est pas une seule personne qui décide. Merci, Mme Cossette. C'est bien de faire profiter à l'Assemblée de votre expérience, là, comment ça fonctionne. C'est une décision de conseil, donc les conseils évaluent ça au mérite, selon les circonstances. Monsieur Marcel Richard, oui, si je me rappelle bien de votre... Merci. Madame Couturier devait nous fournir une photocopie chacun des secteurs, des zones, pour qu'on puisse savoir chaque personne ici, dans quel secteur elle est située, pour pouvoir... Je ne sais pas si elle va nous en fournir, parce que c'est important. Ça, là, on ne l'a pas... OK, mais ça va être dans la vie publique et ça va être sur le site Internet demain, là? Vous m'aviez promis qu'il y avait des photocopies? Oui, mais je fais quelques-unes, pas pour l'ensemble des gens dans la salle, parce qu'on a quand même un souci de respect dans l'environnement, mais je pense qu'on avait... Mais en fait, vu qu'on est très développement durable à la ville de Terrebonne, on ne voulait pas faire des copies papier pour tout le monde. On a quelques copies ici et bien sûr, comme on a dit, il va sur le site de la ville. Alors, vous allez pouvoir le consulter sur le site de la ville et on pourrait faire des copies supplémentaires pour certaines personnes, mais on voulait éviter de couper plein d'arbres pour faire ça. Oui, oui. Mais on n'est pas si nombreux que ça. Non, mais je comprends, M. Richard, mais vous avez eu la question, voici la réponse. Il y a quelques copies pour ceux qui en voudront. C'est sur le site. Vous pouvez la prendre en photo. Ça va être en avis public. Elle va être dans le journal. Alors voilà, c'est la réponse à la question. Oui. Alors, M. Richard, vous avez une autre question? M. Chicoine, vous êtes le directeur de l'urbanisme et suite, vous avez assisté à la réunion de la séance d'information du 30 mars. Et là, si je comprends bien, vous gérez le projet et là, vous conseillez la ville d'adopter ce projet-là tel quel, exception faite, ce que vous avez dit tout à l'heure, des arbres qui ont été ajoutés, là. Vous recommandez à la ville d'accepter ça au conseil municipal, puis le conseil municipal décide s'il l'accepte. Est-ce que c'est bien ça? Mais en fait, pas vraiment. On est à l'étape où le conseil municipal a adopté le projet de règlement. On est dans le processus. Alors, le conseil a statué sur le projet déjà dans une première phase et on est dans le processus d'adoption présentement. Mais c'est vous, en tant que gérant du projet, vous conseillez ou vous soumettez le projet, il devrait être accepté comme ça, tel quel qu'il était, sans tenir compte de l'acceptation sociale et des revendications que les citoyens ont faites. Je comprends que vous dites, le promoteur a peut-être dit non, mais vous, même à ça, vous recommandez au conseil municipal de l'adopter. OK. Alors, M. Richard, c'est une très bonne question. M. Chicoine, expliquez-nous donc comment ça fonctionne. Quand un promoteur arrive puis qu'il dépose un projet, avant que ça se rende au conseil, comment ça marche avec la direction de l'urbanisme? Vous comprendrez bien que ce n'est pas un individu dans une ville qui décide. Je suis peut-être directeur de la direction de l'urbanisme, mais on est une équipe. On a un comité consultatif d'urbanisme. Il y a des élus qui siègent sur des commissions. Alors, tout le processus avant l'adoption au conseil a été regardé en commission, en comité d'urbanisme. Il y a eu des recommandations, il y a eu des ajustements. Alors, c'est une décision collective. Là, quand on prend une décision à la ville d'adopter un règlement comme ça, ce n'est pas une décision ou une recommandation unique. Il y a des recommandations sur des éléments, des ajustements sur des éléments, mais somme toute, il y a une décision collective qui a été prise au conseil municipal d'adopter le projet de règlement. Mais recommandé par le comité d'urbanisme, votre département.
Il a été recommandé par le comité d'urbanisme dans le processus, oui, bien sûr. Sans tenir compte des revendications des citoyens et accepter les arbres, comme vous avez dit tout à l'heure. Bien, plus qu'accepter les arbres. Là, je pense qu'on a considéré beaucoup d'éléments des citoyens, les bandes tampons, le drainage, les maisons dos à dos, les arbres, le processus aussi de choix des équipements dans les parcs, on en a parlé. Tous ces processus-là ont été tenus compte. Et le projet de règlement, bien sûr, avec le promoteur, on a négocié ce qui était possible ou pas. Et on est arrivé à la conclusion que ce projet-là était intéressant pour la ville de Terrebonne, au point où le Conseil a décidé d'entamer le processus. Juste un instant. M. Milot veut donner un complément d'information. Est-ce que je peux me permettre en complément? Le promoteur a quand même le droit de soumettre son projet au Conseil, là. Je veux dire, dans le sens où Robert Chicoine, s'il bloquait le projet sans le soumettre au Conseil, là, il outrepasserait ses pouvoirs de fonctionnaire. Ça, au niveau légal, c'est pas un fonctionnaire qui peut bloquer un projet dans lequel un promoteur a investi des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Il a fait des demandes à la ville, il est en contact avec la ville quand même depuis des années. Donc, si Robert Chicoine décidait de bloquer le projet dans son bureau, là, quand on parlait de poursuite judiciaire tantôt, là, disons que là, il y aurait un petit peu plus d'ouverture. Donc, le Conseil, c'est l'instance qui est le décisionnel à la ville. Donc, Robert Chicoine et son équipe ne pourraient pas bloquer un projet dans leur bureau sans qu'il soit soumis au Conseil. J'ai très bien compris ça, là, que ce n'est pas lui personnellement. Là, mais son organisme, son entité, là, recommande à la ville. Puis la ville, elle devrait, le conseil municipal devrait dire on l'accepte, on ne l'accepte pas. Après ça veut dire que c'est nos élus municipaux qui entérinent ça. C'est ce que vous venez de dire. L'instance décisionnelle pour soumettre ce projet de règlement et faire cette assemblée ce soir, c'est votre conseil municipal. Ce sont les élus qui, évidemment, tiennent compte des avis des équipes techniques de la direction de l'urbanisme et des commissions et autres, comme M. Chicoine. Alors, ils ont tous voté pour l'adoption du projet. Est-ce que c'était unanime? Je ne sais pas, là, vous dites. La résolution, elle est évoluée. Alors, donc, c'est une résolution unanime. Ils sont tous contre les revendications des citoyens. Bien, là, disons ils ne sont pas capables de nous expliquer ça. Non, bien, alors, regardez. Vos élus ont participé aux assemblées, mais là, ils ont... non, mais juste un instant, monsieur. Juste un instant, monsieur Charles. Alors, les élus ont entendu, mais ils ont pris une décision de conseil. Maintenant, il y a un processus, là. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, le processus est expliqué sur comment manifester un désaccord. Mais c'est la règle habituelle dans toutes les villes. Les conseils soumettent à leur population des projets de règlement. Non, mais moi, là, ce que je dis à M. Chicoine, je comprends. Il n'y a pas eu aucun amendement. C'est le projet tel quel, excepté quelques arbres. Je vous donne un exemple. Supposons qu'on avait parlé de la densité. Est-ce que ça a été discuté? Est-ce qu'ils voulaient baisser la densité? On a entendu parler. Il n'y a absolument rien. C'est ça. Il n'y a aucun élément positif. OK. Alors donc, M. Chicoine, depuis la dernière assemblée où les citoyens ont fait part de certaines préoccupations, est-ce qu'il y a eu des changements au projet du promoteur qui se retrouvent dans le projet de règlement qui est à l'avant? Oui, non, lesquels? Bien, je pense que c'est faux de dire qu'il y a eu juste les arbres. On a parlé des écrans végétaux, on a parlé du drainage, on a parlé des maisons dos à dos, on a parlé de la consultation pour les équipements dans les parcs. On a discuté de densité avec le promoteur, bien sûr. Il y a des gains qu'on a faits, il y a des gains qu'on n'a pas réussi à faire. Mais somme toute, on a fait plus que des arbres comme gains. Là, je pense que ça serait malhonnête de dire que c'est juste les arbres. On a quand même travaillé fort pour avoir d'autres gains que je viens de nommer. Et avec tous ces gains-là et la limite jusqu'où le promoteur était prêt à aller, le conseil a statué en disant, bien, regarde, le projet a quand même évolué. Il est en cours, en discussion depuis des années. Il est zoné résidentiel depuis toujours. Alors, le processus, on va entamer le processus réglementaire comme on l'a prévu. Mais quels sont ces gains? Vous parlez de gains. C'est quoi les gains? Vous parlez de protocole. M. Poirier en a parlé tout à l'heure. Ça, l'écran végétal, là, le promoteur, il est venu nous voir et il a dit oui, c'est correct. Il a parlé du drainage, mais... Monsieur Jean, est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que vous, juste pour bien préciser votre question, là, est-ce que vous parlez de changement entre la dernière assemblée puis aujourd'hui? Ou bien vous voulez savoir
Quels sont les gains? Entre la dernière assemblée et aujourd'hui, parce que les autres choses, là, les OK. plans végétales, Alors, ça avait été déjà discuté. d'accord. Alors, entre la dernière assemblée et aujourd'hui, est-ce que le promoteur a modifié son projet, M. Chicoine, et que ça se retrouve dans le règlement, ou il n'y a pas eu de changement depuis l'assemblée du 30 mars? En fait, il faut comprendre qu'à l'assemblée qu'on a eue, on est venu vous présenter ces gains-là. Les gains, on les a peut-être faits avant la rencontre, mais depuis le début du processus, l'écran végétal, les maisons dos à dos, tous ces éléments-là n'étaient pas initialement dans le projet. C'est des gains qu'on a faits en cours de route. La rencontre qu'on a eue avec vous, on est venu vous présenter ces gains-là et on a eu d'autres discussions sur d'autres possibilités, mais les gains, on les avait faits même avant cette rencontre-là. Je pense que le but de la rencontre était de venir vous présenter ces gains-là également, là. Alors, si on les a faits avant la rencontre, bien, peut-être qu'il y a eu moins de gains après la rencontre, c'est fort possible, mais les gains avaient été déjà discutés au niveau de tous ces gains-là qui avaient été soumis. Mais vous savez très bien que le projet initial, bien, entre le projet initial et aujourd'hui, il y a quand même eu des gains en cours de route. Est-ce qu'ils étaient après la dernière rencontre? Peut-être pas, mais ils ont été au cours du processus. Là. OK. Alors, donc, Une dernière question. J'ai vu tout à l'heure que je n'avais jamais vu ça, là, même dans le plan du promoteur, c'est indiqué des maisons à 3 étages. Oui. On n'avait jamais, personne n'a entendu parler de ça. C'est nouveau, ça? En fait, 3 étages. Oui, juste un instant, allez-y, 3 étages. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, ce qu'on a regardé, l'important, parce qu'on ne l'a peut-être pas mis dans le résumé, on pourrait le regarder, mais c'est la hauteur totale. Il y a des modèles que des fois qui sont considérés comme des 3 étages parce qu'ils sont soit un demi-sous-sol ou quoi que ce soit, mais ce qu'on vient statuer, c'est la hauteur totale aussi. Alors, la hauteur totale d'un 3 étages est exactement la même hauteur totale qu'un 2 étages dans certains modèles. Alors, il n'y a pas de différence par rapport aux hauteurs. Certains modèles font en sorte qu'on appelle ça des 3 étages selon nos définitions, mais la hauteur totale est exactement la même qu'on vous a présentée, puis que certaines habitations de 2 étages. Est-ce que ça suppose qu'il peut y avoir deux logements habitations dans le même édifice, non, comme un bachelor, les gens non, c'est 2 choses très différentes. Là. Non, pas du tout. Puis la hauteur, comme je reviens, c'est la hauteur totale en mètres est exactement la même. Et il n'y a pas 2 habitations, ce n'est pas des duplex, c'est des maisons unifamiliales isolées ou jumelées. 3 étages? Il y a un étage supérieur en plus? En fait, dans notre définition, on calcule les étages à partir du niveau du sol naturel. Il y a certains modèles, puis on en a beaucoup dans Terrebonne comme ça, qu'il y a des modèles qui sont considérés comme des 3 étages à cause de nos définitions, mais ils ont exactement le même gabarit externe que les autres. Et vous allez peut-être même sur votre rue, puis vous n'avez pas remarqué, mais qui sont considérés dans les définitions comme des 3 étages à cause des types d'habitations. Mais ça ne change rien du tout. Juste une remarque, écoutez, nous autres, on est dans un secteur homogène, Bonne-Gallo, cottage, puis venez planter des maisons en rangée, là. Ça ne cadre pas avec l'environnement. C'est juste ça qu'on vous reproche là, concernant ça. Des maisons d'habitation, cottage, et on en a déjà parlé, moi puis vous, de toute façon, là, et les gens accepteraient ça probablement, mais c'est pas le cas, parce qu'en même temps, la densité, comme Madame disait aussi, la circulation, c'est des bouts de rue, on passe dans un autre développement en serpentin pour aller dans un autre. C'est toutes des questions qui sont désapprouvées par les citoyens. Okay. Merci, M. Richard. Alors, chacun est libre de son appréciation. Oui, vous voulez donner un complément d'information, Mme Couturier? Voulez-vous le faire ici? OK. Oui, fait que je voulais juste apporter des précisions suite à l'intervention de M. Richard, parce que, bon, vous n'étiez pas tous présents à la dernière séance du Conseil, puis ce sont des choses qu'on a expliquées. Dans le fond, c'est pas parce que le Conseil est contre les demandes ou les commentaires des citoyens. C'est tout simplement, comme ça a été mentionné dans des questions là, pendant la soirée, la Ville doit démontrer qu'elle est de bonne foi envers le promoteur. On a des engagements, on a une grille de critères que le promoteur doit respecter pour pouvoir déposer son projet. Dans ce cas-ci, c'est tous des éléments qui ont été déterminés bien avant notre arrivée. Ça fait plusieurs années que le manuel d'urbanisme durable est adopté à la Ville de Terrebonne. Donc, le promoteur rencontre les critères. Nous, en tant que conseil de ville, on n'a pas
on n'a pas aucun moyen pour s'opposer à son projet. Sinon, on s'ouvre à la possibilité de potentielles poursuites. Donc, ce qu'on a adopté à la dernière séance du Conseil permettait également d'ouvrir tout ce processus-là d'approbation référendaire. Donc, oui, on a voté pour le projet de règlement que vous avez vu ce soir, mais on votait pour aussi l'initiation de ce processus qui va vous permettre de vous prononcer. Parce qu'à ce moment-ci, on n'a pas... Tu sais, oui, on a vos commentaires, il y a des gens qui s'expriment, à un certain nombre de personnes, mais par rapport à l'ensemble du quartier, ça ne nous permet pas là, de tirer des conclusions sur l'acceptabilité sociale réelle de ce projet-là. Donc, possiblement qu'au cours des prochaines étapes, ce sera des éléments qu'on pourra avoir. Là, on aura des données. Fait que ça sera à suivre tout au long des prochains mois, les prochaines décisions. Donc, voilà, c'est les précisions que je voulais apporter. Merci. Merci, Mme Couturier. J'ai une question de monsieur en vous nommant, s'il vous plaît. Oui, Dominique Deck-Vatrano, Simone Bertillon. Si je comprends bien, les 12 demandes par zone pour Maître Milo, on va devoir les soumettre pour le 19 mai, c'est ça? Oui. OK. Je rejoins M. Richard aussi. Est-ce qu'on la voit ici en présentation? Là? C'est peut-être un petit côté daltonien, mais c'est pas nécessairement clair, les zones. Là. Je vois qu'il y a des lignes. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose, exemple, dans la présentation, des zones en couleur bien délimitées pour s'assurer qu'on n'a pas des gens sur une rue qui peuvent être entre deux zones ou quelque chose du genre? Ça cause du problème? Je pense pas que c'est... J'imagine qu'on peut raffiner cette carte-là, mettre des couleurs. On peut la colorier un peu plus, oui. plus clair. Non, mais c'est sûr. Ça pourrait être compliqué juste pour avoir un outil clair en tant que citoyen pour pouvoir démontrer mettre de l'avant notre mais disons que si M. Vatrano voulait savoir, là, cette zone-là, elle va-tu jusqu'à telle rue? Elle inclut-tu les maisons de chaque bord? On peut toujours vous appeler au greffe, puis vous allez dire ville, elle est dedans, elle n'est pas dedans, etc. Là. Okay. Oui, on le sait qu'il y a 954 personnes habiles à voter, donc on connaît les adresses. Toutes les adresses de toutes ces personnes-là. Là. Donc, c'est sûr que dans le doute, là, vous pouvez communiquer avec nous, puis on va être en mesure de vous répondre. Parfait. Puis une petite question sur les personnes habilitées à voter. C'est-tu les habitants des adresses, les propriétaires? C'est-tu les gens qui sont sur le rôle foncier? C'est-tu juste les habitants? C'est les électeurs. Donc, si vous avez le droit de vote aux élections. Fait que si on vote normalement, tous les gens qui sont dans la maison peuvent voter. Il y a une particularité, si on arrivait au référendum, là, il faut être résident du secteur à la date de référence. Dans ce cas-ci, la date de référence, ça serait le 4 juillet, parce que c'est le 4 juillet que le Conseil adopterait le règlement qui nous amènerait à un référendum. Donc, le 4 juillet, c'est un hasard du calendrier, là, mais par exemple, s'il y a des gens qui déménagent le 1er juillet, ils seraient dans le bassin des électeurs. Là. Donc, mais il faut être résident du secteur en date du 4 juillet. Parfait. Et à la fin, quand vous dites c'est le 50% plus 1, oui. Il y a des 13 là-dedans. Mais dans le fond, on parle du 900 quelques ou on parle des gens qui se sont inscrits? Bon, c'est ça. Dans le fond, si on reçoit des demandes de 12 signatures de chaque zone, il y a 954 personnes. Donc, la prochaine étape, c'est le registre. Le registre, là, le calcul de la loi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est 10 % du nombre total. Donc, 10 % de 954, c'est 95, plus 13. Donc, 108 personnes. Donc, si on reçoit 108 personnes à l'ouverture du registre, et là, c'est à une date qui va être à déterminer 20, 21 ou 22 juin, peu importe des zones, à l'Hôtel de Ville. C'est ça. Donc, 107 signatures de l'ensemble des 954. À ce moment-là, il y aurait un référendum obligatoirement et qui serait les 954 électeurs de ce référendum-là, ce seraient les mêmes que... Donc, à partir du moment où on reçoit les demandes, les 12 demandes, là, on va avoir notre secteur concerné puis nos personnes habiles à voter pour tout le reste du processus qui pourrait mener jusqu'au référendum. Par contre, comme vous avez dit, au référendum, il n'y a pas de minimum, là. S'il vient juste 20 personnes, il y en a 12 qui sont contre, puis 8 qui sont pour, bien, ça passe pas. Puis si c'est le contraire, bien, ça passe. Exact. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de minimum. Mme Couturier nous a expliqué quelque chose ici. On s'en doutait toutes, mais une question pour M. Milo. Les conseillers, quand ils
sont au conseil de ville, puis ils se font présenter ce projet-là, ont quand même l'autorité de voter pour ou contre. Oui. Oui, OK. Fait que dans le fond, on fait tout simplement, dans le fond, nos conseillers qui sont supposés nous représenter, dans le fond, on nous relance la balle. Dans le fond, le message est clair. Ce que vous dites, c'est que le destin est entre nos mains. Puis ça ressemble à ça. Dans le fond, on ne peut jamais s'attendre à ce que l'hôtel de ville vote contre. Jusqu'à la dernière étape, comme on disait tantôt. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Appelez-moi votre nom, madame. Janine Cossette. Cossette. Moi, Voilà, il y a une madame question Cossette. qui me dérange, j'en ai parlé. Au niveau des loisirs pour enfants, j'en parlerai plus parce que ça fait au moins 3 réunions j'en parle. Là, vous avez tous compris que je veux des loisirs, puis tant que je ne verrai pas les plans vraiment correctement, je vais encore venir vous achaler avec ça. Mais la chose que je me suis posé des questions, c'est sur Côte-Terrebonne, le fait qu'on bloque la sortie. Moi, j'aimerais ça savoir, j'ai essayé de faire une enquête là, dans tous mes papiers, parce que moi, je suis une ancienne bibliothécaire, là, j'ai bien des papiers chez nous. J'ai jamais trouvé ça. Apparemment que c'est la ville qui a bloqué la sortie sur Côte-Terrebonne, même si le lot il est enregistré sur Côte-Terrebonne, il y a un numéro civique sur Côte-Terrebonne. Au niveau sécurité, si on regarde que les gens vont sortir par d'Argenteuil ou autre, à ce moment-là, pourquoi la ville, apparemment que c'est la ville qui a bloqué, parce que le promoteur avait vraiment ouvert la porte pour sortir sur Côte-Terrebonne tel que le lot est indiqué. Comment se fait-il que la ville, dans le temps, parce que ça fait un bout de temps, c'est peut-être en 2015, je ne sais pas, ben, j'ai rien trouvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me le dire, c'est quand que la ville a dit, non, 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 on ne sort pas sur Côte-Terrebonne, ce qui, selon moi, est illogique. Si on regarde lors d'un incendie, là, avec les rues Serpentin, là, ben, placer plusieurs camions de pompiers, là, moi, je ne suis pas une pompière, mais je pense que j'aurais de la misère. Alors, ça, c'est une question, je voudrais avoir la réponse. Alors, Mme Cossette, là, même si ce n'est pas sur le règlement comme tel, est-ce que vous avez des informations? Parce que. Non, non, exactement. Ben, donc, en fait, avez-vous des informations? C'est un peu malheureux que cette question-là, on ne l'a pas posée lorsque nos collègues du génie étaient là, parce que moi, je n'ai pas la réponse, mais je peux certainement essayer de la trouver puis vous rappeler, Mme Cossette, j'ai votre numéro. Oui. Ça me fera plaisir. Alors, je vais faire la moi, je ne l'ai pas, Mme recherche, Cossette, vous me le laissez. Moi, je ne l'ai pas, votre numéro, vous me le laissez après l'Assemblée. C'est bien important de l'avoir. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à l'hôtel de ville parce que je trouve que c'est illogique qu'on ne puisse pas faire une entrée comme à côté. Il me semble que ça va avec la qualité de la ville aussi. Côte-Terrebonne, c'est une belle place. Il y a un stop là, c'est glissant. Le monde, l'hiver, il passe à côté du stop. Mais pourquoi qu'on ne l'enlève pas, le stop? Non, en tout temps. Mais pourquoi qu'on ne l'enlève pas, le stop, puis qu'on ne fait pas le stop plutôt sur la rue qui vient rejoindre Côte-Terrebonne, ce qui est logique habituellement au niveau de la sécurité? Puis pourquoi Côte-Terrebonne, on ne l'ouvre pas avec une belle entrée comme à côté? Moi, je trouve que c'est illogique. Puis ça, puis les loisirs, c'est deux choses qui me tiennent à cœur. Merci. Merci, Mme Cossette. Alors, je vais faire des recherches, puis je vais vérifier. Il y a un comité de circulation aussi, et je vais vous revenir. Je pense au bénéfice de l'Assemblée, M. Chicoine, si jamais vous avez une réponse par rapport à ça, puis qu'elle pouvait être mise sur le site Internet de la Ville, parce que ça a l'air d'intéresser certainement Madame, mais ça a l'air d'intéresser aussi plus de monde. Ben oui. Alors, on va faire ça. Madame, en vous nommant, s'il vous plaît. Oui, Chantal Provost, rue de Cavaillon. Fait que moi, dans le fond, depuis le début, là, qu'on parle de ce projet-là, c'est une question que je me pose. Pourquoi que maintenant, ce projet-là s'est rendu Urbanova, puis que les règlements est différent que notre place Alexandre Cousineau? Parce que nous, ce secteur-là, pour nous, c'est place Alexandre Cousineau. Okay. C'est ça. Fait que pourquoi avoir fait un développement dans un développement? OK. Donc, ça vient de où que ce terrain-là fait partie du grand concept du manuel d'Urbanova? Alors, est-ce qu'on connaît cette histoire? Oui, un peu. Allez, Mme Lessard. Oui, bonjour. En fait, lorsque le manuel d'urbanisme durable a été adopté, c'est autour de 2016-2017, comme je l'avais présenté la dernière fois. Puis, dans le fond, le but, c'était, dans le fond, les terrains qui étaient à développer étaient inclus dans le manuel. Donc, c'était
dans le fond, vos terrains ou les zones adjacentes ne sont pas dans le manuel d'urbanisme durable d'Urbanova, les secteurs existants, mais comme c'est un terrain voué à du développement, il faisait partie du manuel d'urbanisme durable d'Urbanova. Donc, tous les terrains non développés du secteur de la Côte-Terrebonne? En grande partie. Vous avez vu que la carte du secteur d'Urbanova est très grande. Donc, il y a le site de l'ancienne pépinière aussi qui est à l'autre extrémité. Donc, ça a ramassé aussi d'autres terrains. Mais tu sais, je ne peux pas concrètement tout l'historique. Je n'étais pas là en 2016 non plus quand la décision a été prise, mais l'objectif, c'était vraiment des terrains qui étaient voués à être développés, à être inscrits dans ces nouvelles dispositions-là. Je comprends, mais en même temps, je ne comprends toujours pas pourquoi que la décision a été quand même de faire de nouveaux règlements pour cet endroit-là, du manuel d'urbanisme. Pourquoi ils n'ont pas continué? En fait, ce que vous dites, c'est à l'époque, quand on a pris cette décision-là, on n'aurait pas dû mettre ces règles-là, on aurait dû mettre des règles différentes. Bien, pas dans ce secteur-là, parce que je veux dire, ça ne coordonne pas, parce qu'on parle nous, on a un 7,5 logements par hectare, puis le développement, il va être 11,12 Mais je pense qu'à la dernière Assemblée, vous avez aussi expliqué que depuis ce temps-là, il y a le PEMAD, le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui a mis en place des nouvelles règles de densité, c'est ça? En fait, il y a peut-être juste pour Urbanova, c'est un projet quand même éco-responsable qui a été fait. C'est un grand projet qui avait été réalisé à l'époque. Je n'étais pas là non plus. Mais en fait, c'est pour récupérer le corridor de biodiversité, tous ces éléments-là. Alors, ça faisait partie d'un projet d'ensemble, d'une planification d'ensemble. Ça a été un manuel distinct parce que ça faisait partie d'une planification différente que du zonage régulier pour aller récupérer ces espaces de verdure-là, ces corridors de biodiversité-là, et revoir aussi à une échelle plus grande d'un projet tout ce qui est la densité. Un peu ce que Pierre disait. En fait, on est régi avec le PEMAD d'atteindre certaines densités. Puis dans un projet qu'on a fait accepter, la densité moyenne. Alors, il y a des projets qui sont de 11,2 logements à l'hectare. Il y a des projets qui sont de 40 logements à l'hectare. Mais la moyenne globale qu'on devait respecter est de 24 logements à l'hectare pour l'ensemble d'Urbanova. Alors, ça a été conçu, le MUD, en fonction d'un projet global pour les densités, pour le corridor de biodiversité, pour des objectifs bien précis. C'est de cette façon-là que le règlement a été conçu à l'époque. Et les densités, bien sûr, c'est des densités moyennes. On doit respecter des densités minimales au PEMAD. Et nous, dans le cas du MUD, là, justement, de tout Urbanova, c'est une moyenne qui fait qu'on obtient le 24. Il y a des secteurs, les plus faibles secteurs sont à peu près de 11 à 11 points quelques. Il y a d'autres secteurs à 40, mais la moyenne générale d'Urbanova, on atteint les seuils de densité demandés de 24 logements à l'hectare. Okay. Fait que là, ce que je comprends, c'est que le projet immobilier, s'il y a lieu, c'est que les gens vont dire « Ah oui, j'habite Urbanova ». Puis là, ils vont dire « Ah, c'est marqué Place Alexandre Cousineau parce qu'on a quand même une belle entrée de Place Alexandre Cousineau. » Fait que c'est comme mêlant un peu. Ça ne fait pas de sens. Honnêtement, je ne la comprends pas. Même, vous pouvez peut-être passer une heure à me l'expliquer. Je n'essaierai même pas de vous faire comprendre parce que, en fait, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. C'est une forme réglementaire différente. Puis je ne veux pas embarquer dans ça, mais le Form-Based Code, qui est une forme de règlement différent où on gère la forme pour atteindre des objectifs, ce n'est pas du zonage traditionnel avec du normatif et des grilles. Il y a beaucoup de villes qui, Laval d'ailleurs, vient de refaire son règlement sur cette base de Form-Based Code-là, où ils ont gardé des densités, des secteurs de genre-là. Fait que c'est une nouvelle façon de gérer le développement. Et dans le cadre du projet, c'était un projet innovateur, puis aussi c'est je pense que même Pierre avait participé au nom Urbanova à l'époque. C'était un trademark, excusez l'anglicisme, mais c'était une marque de commerce aussi pour mousser un projet éco-responsable. Urbanova a gagné des prix au niveau de protection environnementale. Fait que c'est un très, très beau projet qui a été primé à plusieurs endroits. Alors, c'est un projet grandiose, intéressant. Et il y avait une marque un peu, puis il y avait un élément important, parce que c'est quand même un corridor de biodiversité, des espaces de verdure comme on n'a pas nulle part ailleurs, c'est clair. Et c'est un peu une façon de faire qui était les nouvelles approches en urbanisme. Mais je n'essaierai pas de vous expliquer tous les détails, mais c'était des façons de faire. Parce qu'Urbanova, on aime ou on n'aime pas,
C'est ça, parce que vous dites que c'est un beau projet. Honnêtement, je suis courtier immobilier, imaginez. Là. Puis, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'arbres. On arrive, c'est sûr que c'est un projet que ça fait longtemps qu'il est développé, puis il n'est pas fini encore, puis ça construit encore. Fait que peut-être qu'il va être très beau là, rendu à la fin, mais je pense là, que oui. C'est vraiment long. Mais Mme Provost, toutes les opinions sont légitimes. Exact. Alors, il n'y a pas de, pas de problème. Je pense que si le projet avait été déjà en partie fait avec l'ensemble de Place Alexandre Cousineau, déjà, je pense qu'il y aurait déjà une place un peu plus... En tout cas, une petite place sur l'acceptabilité sociale, là, parce que là, pour présentement, je pense qu'elle n'est pas là. Mais, en tout cas, c'est ça. Merci. Merci. Monsieur Poirier. Monsieur Milot, je veux juste revenir sur le référendum. 5 zones, mettons, il y a 3 zones qui s'en vont, qui ont le nombre adéquat pour aller au registre. Référendum. Il y en a, mettons, par pur hasard, là, il y en a 2 qui votent pour, 1 qui vote contre. Ça fonctionne-tu par zone aussi, ou c'est là, c'est mixé tout le monde ensemble, puis on y va à 50 plus 1? À partir du moment où on reçoit des demandes, mettons, pour prendre votre exemple, 3 zones, bien, à ce moment-là, le secteur concerné devient ces 3 zones-là. Donc là, il n'y a plus de distinction par zone. Là. Okay. Donc, tout ce bassin de personnes-là, on va définir un nouveau secteur. Fait que là, par exemple, s'il y en a 3 sur 5, peut-être qu'il va y avoir 650 personnes habiles à voter. Donc là, le chiffre, ça sera plus 108. Ça va être, dans ce cas-ci, mettons 650. C'est ça, 78, merci. Donc, mais... Le 10 bassin, plus 13. Voilà, on écoute. Donc, dans ce cas-ci, le nouveau secteur concerné, là, on ne parle plus des zones, là, on parle du bassin du secteur concerné. Puis là, peu importe s'il y a des gens d'une zone qui votent pour ou contre, là, c'est le secteur au complet. Okay. Si je comprends bien, pour le T3-21, c'est 4 zones qui touchent à ça, puis c'est une seule zone qui va voter pour le T3-20. C'est bien ça que je comprends? Bien, en fait, si les 5 zones font une demande, tout le monde est considéré dans le registre, dans le référendum. Là. Donc, il y a pas toutes, mais même malgré que ces 2 zones séparées. La possibilité de scinder le règlement, c'est juste si on recevait, mettons, une demande, ou on ne recevait pas de demande de la zone au nord, la 67, à ce moment-là, comme il n'y aurait eu aucune opposition dans un secteur qui est limitrophe à la T320, à ce moment-là, le conseil de ville pourrait adopter le règlement juste pour ce secteur-là. Mais à partir du moment où on reçoit une demande de la zone 67, bien là, c'est tout le secteur qui devient concerné. C'est un seul règlement, un seul nouveau secteur, un seul processus, exact. Pas 2, 1. C'est ça. OK, merci. Merci, M. Poirier. Allez-y, M. Vatrano, je pense. C'est ça. Juste un petit commentaire pour Mme Provost. Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est il y a quelques années, quand on a décidé d'écouter la CMM au lieu des citoyens du quartier, puis on a décidé de laisser tomber notre autonomie et notre souveraineté en matière de développement du territoire, puis qu'on a décidé de faire plaisir à Montréal, puis essayer de changer les secteurs de Terrebonne en Chamédé ou en Annecy. C'est là qu'on a commencé à avoir des quartiers plus denses, puis des choses comme ça, sans avoir les infrastructures nécessaires en matière de transport en commun, etc., ou même peut-être, je vais dire, les emplois pour soutenir ce genre de quartier-là, en espérant que dans le futur, peut-être que nos politiciens vont vouloir retrouver leur autonomie et leur souveraineté pour gérer le territoire. Je vous laisse aller. J'allais dire, je vous laisse aller, là, mais on était moins sur le projet de règlement, n'est-ce pas? Donc, question. Oui, allez-y, M. Richard. Suite à ce que Mme Cossette a dit tout à l'heure, alors que le promoteur, c'était dans ses vœux ça, de faire une ouverture sur Côte-Terrebonne et que personne qui est capable de répondre à ça, peut-être que M. Chicoine peut s'informer, là, depuis quand ça a été fait? Probablement que ça a été approuvé dans les années entre 2015 et 2019. Là. Les besoins ont changé depuis ce temps-là, la circulation a changé. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, étant donné que le projet pourrait être modifié par le promoteur, si vous décidez, bien là, ça va être par Côte-Terrebonne, il va être obligé de demander son projet,
n'aurait-il pas lieu de suspendre le processus actuellement, là, Alors, avec votre recommandation? OK. Alors, donc, M. Richard, M. Chicoine va chercher l'information, puis il va la donner à Mme Cossette, puis ça va être sur le site web. Pour ce qui est de la suspension ou la modification du projet de règlement, je pense que vous avez déjà répondu tout à l'heure qu'on était rendu à l'étape... En fait, on a commencé le processus. Là, ça appartient au Conseil de décider s'il voudrait le retirer ou pas. Nous, on a commencé le processus et on n'est plus en discussion sur le projet. On est en discussion sur le règlement présent. Vous pourriez le recommander au Conseil municipal. Vous pourriez le faire. À l'étape où on est, on ne recommande plus rien au conseil municipal parce qu'on est dans le processus. Le maire est ici, il nous a entendus. Exact. Ça, c'est vrai. Merci. Merci, Monsieur Richard. Madame Couturier. Oui, je m'excuse. Juste parce que je connais une partie de l'information. Dans le fond, si vous vous rappelez, en 2019, quand la première version du projet vous a été présentée, il y avait un projet intégré qui était ici. Là. Donc, moi, à ma connaissance, là, depuis que je suis le projet puis le dossier, autant comme citoyenne que comme élue, le promoteur n'a jamais eu l'intention de faire une entrée ou un accès via la côte de Terrebonne. Puis sinon, sans trop m'avancer dans le détail de la réponse, ce que je connais comme information, c'est que l'arrêt qui est sur Côte-Terrebonne, qui donne accès à Simone-Berthiaume, puis un autre arrêt qui donnerait accès au nouveau projet, c'est beaucoup trop rapproché là, comme arrêt sur Côte-de-Terrebonne, alors qu'on veut garder une certaine fluidité. Là, on viendrait complètement mettre tout ça à terre. Est-ce que maintenant, il y a d'autres possibilités d'imaginer des entrées? Moi, je ne suis pas spécialiste en création de rues ou de projets, là, mais on verra comment évoluera la suite, mais je pense qu'il n'y a jamais eu question d'aménager une entrée sur Côte-Terrebonne de par le promoteur. Voilà. Merci pour les renseignements complémentaires. Madame Cossette? Alors, je m'excuse, Marie-Ève, mais moi, je n'ai pas pris ça nulle part autre que dans une rencontre de la Ville, que le promoteur avait voulu sortir justement ce projet-là sur Côte-Terrebonne et que c'est la Ville qui lui avait demandé de l'enlever. Alors, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais habituellement, je n'invente pas des choses, ça a été dit dans une rencontre. Bien, c'est pour ça, Mme Cossette, qu'on va vérifier et que M. Chicoine va vous donner... Oui, bien sûr, bien sûr. Je connais M. Chicoine, je pense qu'il va vous donner les faits réels. Hein? Pour faire suite à ça, on a discuté avec vous, Mme Couturier, et puis j'avais dit, je ne sais pas, il y aurait peut-être mieux, on pourrait faire mieux. Puis là, il y en a qui on avait dit qu'ils fassent une espèce de petit rond-point à l'intérieur même. Vous avez dit, c'est pas fou ça. Écoutez, il y a plein de possibilités. C'est vous-même qui avez accès. Fait que là, je comprends pas pourquoi ça se fait pas. OK. Bien, alors, je répète, là, sur cet élément-là, M. Chicoine va aller aux nouvelles. M. Chicoine, urbaniste, il sait où poser les stops. Oui, mais ils vont aller aux nouvelles, va donner l'information à Mme Cossette comme il s'y est engagé, et ça va aussi être, Mme Leblanc était derrière, et elle me dit, on va aussi mettre un résumé sur le site Internet de la Ville. C'est certain que ça ferait un bien plus beau projet s'il y avait une sortie sur Côte-Terrebonne avec une entrée, comme on voit, Alexandre Cousineau. On a bien entendu. Merci beaucoup. Il est 9 heures. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je veux m'assurer que tout le monde qui souhaitait poser une question a pu le faire. Avant que je remercie... je peux le faire. Alors, je vais d'abord vous remercier, vous tous et toutes, d'être présents. Comme l'a dit Mme Couturier, je pense que ça témoigne de votre attachement, de votre engagement pour l'avenir de votre quartier et de votre municipalité. Remercier l'ensemble de nos présentateurs. Notre technicien, que j'ai oublié de remercier à la dernière rencontre et que je fais en double ce soir. Nos élus qui étaient présents, dont M. le maire, Mme Couturier, et puis l'ensemble des personnes qui ont aidé à la préparation de cette assemblée. Alors, j'ai bien compris que vous allez tous lire les avis publics au cours des prochains jours et des journaux. Et je vous invite à partager avec les gens qui n'étaient pas à l'Assemblée le fait que toutes ces informations-là et les enregistrements seront sur le site de la Ville, dans certains cas dès demain ou dans les prochains jours. Alors, merci à tout le monde et bonne fin de soirée.